Un chiffre s'effondre, un autre s'emballe, et la nuit bascule soudain. En quelques heures à peine, la Guinée-Bissau traverse une rupture dont la vitesse contraste avec des années d'immobilisme institutionnel, révélant un écart saisissant entre les promesses figées et la colère montante. Comment comprendre pour vous un tel renversement, surtout lorsque le nom d'Ibrahim Traoré circule déjà dans l'imaginaire régional comme un repère implicite de basculement? À l'horizon, une recomposition fulgurante s'annonce, encore difficile à saisir. Tout bascule lorsqu'une transition prétend réparer ce que des années d'érosion institutionnelle ont laissé derrière elle. La promesse centrale, offrir enfin un système capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner, devient ici un enjeu décisif, presque brutal dans sa simplicité. Ce bénéfice attendu, si souvent évoqué mais rarement incarné, tient en une formule de 10 mots: rendre aux citoyens un État qui répond et qui tient debout. Pourtant, cette promesse porte un risque implicite qui agit comme un micro-hook. Que se passe-t-il si la transition échoue à recréer la confiance minimale? Car les derniers mois ont montré combien la fatigue civique, la défiance envers les contre-pouvoirs et l'usure des services publics ont tissé une toile d'attente contradictoire. Si la transition tient ses engagements, elle pourrait ouvrir une brèche vers une stabilisation progressive. Si elle échoue, elle risque de précipiter le pays dans un cycle encore plus profond de ruptures successives, où chaque correction annoncée générerait une nouvelle fracture. C'est dans cette tension que se jouent les véritables stakes, bien au-delà du calendrier politique officiel. La première révélation, souvent ignorée dans les lectures rapides, tient en un constat chiffré. Plus de 3 années de tensions feutrées ont précédé l'effondrement, bien loin de l'idée d'une crise surgie en quelques semaines. La seconde, tout aussi décisive, apparaît lorsqu'on observe le delta créé par la neutralisation progressive des contre-pouvoirs, un glissement institutionnel qui rendait inévitable une rupture à un moment donné. À partir de ces 2 points, la trajectoire se clarifie. Les dissolutions répétées du Parlement ont envoyé des signaux convergents. L'exécutif cherchait à remodeler l'État à son image, tandis que la participation aux consultations politiques internes s'effritait de près de 30%. Dans les rues, les perceptions ont évolué en parallèle. Ce qui ressemblait d'abord à un conflit institutionnel devenait aux yeux de nombreux citoyens une fermeture méthodique du système politique. L'économie patinait, les prix augmentaient, les services essentiels perdaient leur cohérence et le sentiment d'abandon prenait racine à mesure que le chef de l'État passait une grande partie de son temps à l'étranger. Les rumeurs de fonds détournés et de contrats opaques ont achevé de dégrader la confiance résiduelle. La prolongation controversée du mandat présidentiel a fonctionné comme un choc symbolique. La décision a été interprétée non comme un acte juridique, mais comme un arrangement politique, déclenchant un effondrement brutal de la légitimité perçue. Chaque jour supplémentaire ajouté au calendrier renforçait la tension dans les casernes comme dans les quartiers populaires. C'est dans ce climat déjà saturé que la comparaison implicite avec d'autres dynamiques régionales, notamment celles associées à la figure d'Ibrahim Traoré, a commencé à circuler, non pas parce que les contextes étaient identiques, mais parce que l'idée d'une intervention corrective redevenait imaginable. Lorsque l'armée a finalement agi, une partie de la population n'a pas vu une rupture imprévisible, mais l'aboutissement logique d'une séquence politique arrivée à saturation. Ainsi se dessine le vrai décor. Une crise longue, accumulative, dont les signes étaient visibles bien avant le point de bascule. Dès les premières heures qui ont suivi l'arrestation du président, un officier resté anonyme a décrit une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Son témoignage, sobre mais précis, éclaire la façon dont une rupture institutionnelle peut se traduire immédiatement dans les comportements quotidiens. Pour lui, le pays semblait osciller entre 2 pôles. La peur d'un dérapage soudain et l'impression diffuse que la situation précédente n'était plus tenable. Cette perception ambivalente, relayée par plusieurs unités sur le terrain, transforme l'armée en observateur privilégié d'un moment où les lignes sociales se déplacent plus vite que les communiqués officiels. Un second regard, celui d'une infirmière de l'hôpital central, révèle une dynamique tout aussi frappante. Malgré le couvre-feu, les quartiers circulaient plus librement que d'habitude, comme si l'effondrement du pouvoir politique desserrait paradoxalement
une pression invisible. Dans son service, les patients commentaient la transition avec une lucidité inattendue. Ils ne redoutaient pas une explosion de chaos, mais craignaient plutôt un retour au climat antérieur, fait de blocages administratifs et d'incertitudes permanentes. Ces deux récits, complémentaires et distincts, montrent qu'une transition forcée agit à double niveau. Elle modifie la structure institutionnelle, mais aussi les micro-routines qui façonnent la vie ordinaire. Les réactions précoces ne relèvent pas d'un enthousiasme naïf, elles traduisent une attente conditionnelle, un espace fragile où la population cherche à mesurer si le changement observé peut réellement replacer l'État dans son rôle de garant minimal. Tout commence par un glissement discret. Un décret isolé, puis un autre. La première dissolution parlementaire surprend, la seconde confirme une trajectoire. Les signaux se multiplient. Les ministères bruissent, les fonctionnaires parlent à voix basse, les alliés politiques s'éloignent. L'économie s'essouffle, les prix montent, les services publics se dégradent, les hôpitaux manquent de tout, les routes se fissurent, et dans les rues, la perception change, la population observe les voyages incessants du président, le pays le voit partir, le pays ne le voit pas revenir, le vide se creuse, un vide dangereux, la frustration circule dans les marchés, elle enfle dans les pharmacies vides, elle s'installe dans les casernes. Les jeunes officiers discutent le soir, ils comparent les trajectoires régionales, ils observent les lignes rouges, ils murmurent des noms symboliques. À plusieurs reprises, celui d'Ibrahim Traoré apparaît comme repère mental de bascule assumée. Le climat se tend, une décision judiciaire tombe. La prolongation du mandat présidentiel choque, brutalement. Les rues réagissent, les opposants protestent, les citoyens fulminent. L'armée observe, froide, méthodique, calculatrice. Les élections suivantes paralysent le pays. Deux camps proclament victoire. Aucun résultat final. Le système sature, la confiance s'effondre. La nuit suivante, tout accélère. Les unités spéciales se mettent en mouvement, en silence. Elles prennent les ponts, les rues principales, la radio nationale. Elles encerclent la présidence. Pas de tir, pas de désordre. Une opération nette, chirurgicale. À l'aube, le président est arrêté. Les frontières se ferment. L'espace aérien se verrouille. Les ministres sont rassemblés. La hiérarchie militaire s'affirme. Droite, assurée. Elle parle peu. Elle agit vite. Dans les quartiers, la réaction est immédiate. Surprise, soulagement, fatigue accumulée. Certains dansent. D'autres prient. Tous comprennent la gravité du moment. Le pays respire différemment. L'air semble plus léger malgré le couvre-feu. Les discussions changent de ton. On parle d'ouverture. On parle d'ordre retrouvé. On parle d'un possible tournant. À l'étranger, les diplomaties s'agitent. Les communiqués pleuvent. On évoque un risque régional. On évoque un précédent dangereux. Les observateurs comparent silencieusement les trajectoires du Sahel. Ici encore, le nom d'Ibrahim Traoré revient dans certaines analyses comme élément de grille de lecture, non comme modèle, mais comme symbole d'une Chine d'intervention interprétée comme corrective. Le point culminant survient dans les premières 24 heures. Le pays se fige. Les institutions se retrouvent sans direction politique. Les fonctionnaires improvisent. Les services essentiels tournent au ralenti. Les hôpitaux organisent l'urgence. Les administrations tentent de maintenir un minimum d'ordre. La population cherche des repères. Les marchés rouvrent timidement. Les conversations se remplissent d'hypothèses. Puis vient la rémanence. Les journées suivantes installent une certitude. Rien ne redeviendra identique. Les vieilles routines politiques disparaissent. Les attentes populaires montent. Les regards régionaux se fixent sur Bissau. Les militaires comprennent qu'ils doivent désormais transformer une rupture forcée en structure contrôlée. Le pays entre dans une zone grise où chaque geste peut stabiliser ou fracturer davantage. Le premier repère quantitatif révèle un glissement structurel net. La participation aux consultations politiques internes a reculé d'environ 30% en 2 ans, un delta suffisamment large pour indiquer une perte de confiance mesurable. Ce recul important traduit une fatigue démocratique croissante au sein des institutions. Ce chiffre n'est pas isolé. Il sert de ligne de base pour comprendre comment les mécanismes de contrôle ont progressivement perdu leur capacité d'absorber les tensions politiques. Lorsque la participation s'effrite à ce rythme, la légitimité procédurale ne se maintient plus par l'engagement citoyen, mais par inertie administrative, une dynamique qui finit toujours par atteindre un point de rupture.
Le second repère éclaire une autre dimension du même phénomène. Selon plusieurs témoignages concordants, le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Une absence prolongée réduit fortement l'interaction directe avec les structures administratives. Ce glissement quantitatif, plus discret mais tout aussi déterminant, révèle pourquoi l'appareil d'État a progressivement fonctionné sans ancrage politique réel. Moins de présence locale signifie moins d'arbitrage immédiat, moins de médiation en cas de blocage et un accroissement mécanique des tensions accumulées. Lorsque l'autorité exécutive devient distante, la perception d'abandon se répand rapidement, notamment dans les secteurs déjà fragilisés par la dégradation des services publics. Le troisième repère renvoie à la question décisive de la légitimité perçue. La prolongation du mandat présidentiel, interprétée par de nombreux citoyens comme un arrangement politique plutôt qu'une décision juridique, a provoqué un effondrement brutal de la confiance résiduelle. Ce sentiment d'écart juridique alimente une défiance institutionnelle difficilement réversible. Même si aucun chiffre officiel n'a été fourni, la description unanime des témoins indique un delta négatif massif, perceptible dans les réactions rapides des casernes et des quartiers urbains. Ce type de basculement intangible agit comme un indicateur caché. Il révèle non seulement l'état émotionnel collectif, mais aussi le seuil critique à partir duquel une crise cesse d'être gérable par les mécanismes internes. Ces trois deltas convergent vers un même diagnostic. Le système institutionnel ne pouvait plus absorber les chocs successifs. Le recul de la participation politique a sapé la base du processus démocratique. L'absence prolongée du chef de l'État a désorienté le fonctionnement quotidien de l'appareil administratif. La perte de légitimité perçue a neutralisé les mécanismes de stabilisation. Ensemble, ces facteurs ont créé une ligne de fracture profonde, rendant l'intervention militaire compréhensible pour une partie de la population. Le cadre régional a amplifié cette lecture. Dans un Sahel marqué par des transitions rapprochées, les indicateurs négatifs observés à Bissau ont été interprétés comme les signes précurseurs d'un modèle de rupture déjà vu ailleurs. La crise n'apparaissait pas comme un accident ponctuel, mais comme l'aboutissement prévisible d'une trajectoire saturée de deltas défavorables. Les témoins cités décrivent un pays où les structures ne s'effondraient pas d'un coup, mais se dégradaient progressivement jusqu'à atteindre un seuil critique. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement des faits, ils exposent la mécanique silencieuse qui mène à la bascule. Et dans ce cas précis, la logique quantitative rejoint la logique politique. Lorsque les deltas négatifs s'accumulent sans trajectoire de correction, la rupture cesse d'être un événement et devient une destination. Les défenseurs de l'intervention militaire avancent un premier argument structuré. Selon eux, les institutions étaient déjà paralysées bien avant la chute du président. La double dissolution du Parlement, les déplacements incessants du chef de l'État, les rumeurs persistantes de fonds détournés et la décision controversée de prolonger le mandat auraient créé un vide de gouvernance impossible à combler par les mécanismes démocratiques traditionnels. Dans cette lecture, l'intervention ne représenterait pas une rupture arbitraire, mais la réponse ultime à une dérive devenue incontrôlable. Elle viserait non pas à conquérir le pouvoir, mais à empêcher l'effondrement complet d'un appareil administratif fragilisé dans ses fonctions essentielles. Face à cette position, les critiques articulent un argument contraire, plus juridique et structurel. Pour eux, toute intervention militaire, même présentée comme corrective, déplace l'autorité vers un acteur non mandaté par les urnes. Ils estiment que la démocratie ne peut pas être interrompue chaque fois qu'un dirigeant dépasse ses prérogatives, même lorsque les fautes commises sont graves. Accepter ce principe reviendrait à instaurer un précédent dangereux. L'armée deviendrait l'arbitre ultime du politique, une fonction incompatible avec les équilibres constitutionnels. De plus, plusieurs transitions militaires récentes dans la région ont montré que les phases intermédiaires peuvent s'enliser, produisant des zones prolongées d'incertitude. Pour dépasser cette opposition, il faut revenir aux données et aux séquences factuelles décrites précédemment. Le renversement n'a pas émergé spontanément, il est intervenu au terme d'un affaiblissement simultané des trois axes institutionnels, législatif, exécutif et démocratique. La prolongation du mandat a servi de catalyseur, déclenchant une perte de légitimité que plus aucun mécanisme interne n'était capable de réparer.
Dans un tel contexte, l'intervention a été interprétée par une partie de la population non comme un projet militaire, mais comme une mesure de préservation d'un système dont les fondations avaient été compromises. Ce cadre permet de comprendre pourquoi les deux positions possèdent chacune une cohérence interne. Les partisans de l'intervention lisent la rupture comme un acte nécessaire. Les critiques y voient une menace durable pour le principe démocratique. Entre ces deux pôles se dessine une question structurelle. Comment restaurer un équilibre institutionnel lorsqu'aucune des solutions disponibles n'est totalement satisfaisante ? Une photographie floue, transmise de téléphone en téléphone, a brusquement modifié la lecture collective des événements. Des soldats alignés devant un bâtiment administratif, immobile, méthodique, presque silencieux. Cette image, anodine en apparence, contrastait violemment avec les récits alarmistes diffusés depuis l'étranger et introduisait une rupture narrative inattendue. Là où certains anticipaient un chaos imminent, la scène révélait au contraire une prise de contrôle mesurée, presque clinique, qui réorientait le cadrage mental de toute la séquence. Dans les rues, cette simple image a suffi pour que les conversations changent de tonalité. On ne parlait plus seulement de l'effondrement d'un pouvoir, mais de la possibilité d'un recentrage stratégique. Les comparaisons implicites avec d'autres transitions régionales, notamment celle où Ibrahim Traoré avait symbolisé une forme de souveraineté assumée, ont amplifié ce basculement de perspective. Ce midpoint marque ainsi l'émergence d'un nouvel axe d'interprétation. La crise n'est plus seulement perçue comme une rupture, mais comme un espace potentiel de reconfiguration. Les attentes populaires se réordonnent, les observateurs affinent leurs hypothèses, et le pays entre dans une zone où chaque signe visuel peut infléchir le récit général. Au niveau institutionnel, la chute du président a créé un espace inédit où les administrations doivent fonctionner sans direction politique claire. Les cadres intermédiaires improvisent en s'appuyant sur des structures déjà fragilisées par des années de dysfonctionnement. Cette vacance du pouvoir oblige les services à réinventer des procédures minimales pour maintenir la continuité. Dans ce vide, certaines attentes populaires s'élèvent, nourries par l'idée qu'une transition pourrait clarifier ce que l'ancien régime avait rendu opaque. Sur le plan économique, l'impact est immédiat mais contrasté. Les infrastructures médicales et routières, déjà sous pression, subissent une paralysie accentuée par l'incertitude et institutionnelle. Les activités commerciales ralentissent tandis que les filières essentielles, notamment celles liées aux ressources naturelles, réapparaissent au cœur du débat public. Ce recentrage ouvre une perspective nouvelle. Si la transition s'oriente vers davantage de transparence, elle pourrait repositionner la gestion économique nationale sur des critères plus cohérents. À l'échelle sociale, les réactions populaires dessinent un paysage émotionnel complexe. Loin d'un climat de panique, les rues expriment un mélange de soulagement et de fatigue accumulée, révélant un besoin profond de rupture avec l'état précédent. La jeunesse hyper connectée diffuse slogans, images et récits alternatifs, transformant la transition en phénomène culturel autant que politique. L'influence symbolique de figures régionales comme Ibrahim Traoré renforce cette dynamique en offrant un repère possible pour imaginer d'autres trajectoires. Dans la dimension régionale, la transition de Bissau agit comme un signal scruté par les acteurs du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. La rapidité de l'opération militaire rappelle des scénarios déjà observés au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, alimentant l'idée d'un alignement potentiel sur une tendance souverainiste en expansion. Les partenaires internationaux hésitent entre l'interpréter comme un risque pour la stabilité ou comme une correction rendue inévitable par l'épuisement institutionnel antérieur. Cette lecture multidirectionnelle place Bissau au centre d'un équilibre régional en recomposition, où chaque décision peut gagner ou perdre une valeur stratégique. Dans ces 4 dimensions, institutionnelle, économique, sociale et régionale, la transition agit comme un révélateur. Elle ne crée pas des dynamiques nouvelles, mais intensifie celles déjà présentes. Les événements mettent à nu des fragilités longtemps connues, tout en ouvrant des marges incertaines où l'espoir et la méfiance coexistent. Les conséquences se déploient donc simultanément,
réorganisation interne, débats économiques renouvelés, réinvention du rapport social au pouvoir et repositionnement géopolitique encore en cours. Scénario 1, la stabilisation prudente, base case. Dans cette trajectoire, la transition militaire maintient un rythme contrôlé, sans heurts internes majeures. Les institutions administratives reprennent progressivement une cohérence minimale, suffisamment solide pour éviter l'enlisement, mais pas encore assez pour enclencher des réformes profondes. Les services publics retrouvent une forme de continuité, lente, imparfaite, mais perceptible dans la régularité des opérations de base. Les acteurs civils, fonctionnaires, collectivités locales, opérateurs économiques s'adaptent à un environnement où l'objectif premier est d'empêcher toute détérioration supplémentaire. Ce scénario permet au pays de respirer, sans pour autant transformer radicalement sa trajectoire. Scénario 2, la refonte institutionnelle et le recentrage souverainiste, optimistic case. Ici, la transition parvient à instaurer un dialogue structuré avec les corps intermédiaires. Les administrations locales, longtemps marginalisées, sont réintégrées dans les circuits décisionnels. Les ressources nationales, du secteur agricole aux filières de pêche ou de bois, deviennent le centre d'une stratégie de transparence et de redistribution. Une réorientation régionale s'esquisse, inspirée de dynamiques déjà visibles dans plusieurs pays du Sahel, non pas pour reproduire un modèle, mais pour réaffirmer une autonomie politique et économique. L'effet cumulé de ces choix ouvre la voie à une consolidation institutionnelle capable de restaurer la confiance publique, lentement mais durablement. Les réformes avancent par paliers, en cherchant des succès mesurables plutôt que des annonces spectaculaires. Scénario 3, le blocage prolongé et la fragmentation politique, worst case. Dans cette configuration, les tensions internes au sein de l'appareil militaire ou les pressions extérieures créent des lignes de fracture difficiles à gérer. Les réformes annoncées se heurtent à des rivalités persistantes et le système administratif, déjà fragilisé, perd davantage de cohérence. Les groupes d'influence, politiques, économiques ou régionaux, multiplient les stratégies parallèles, instaurant une compétition permanente qui paralyse les institutions. La population, après une phase d'espoir, glisse vers une lassitude profonde, nourrie par l'impression que la transition ne débouche sur aucune direction lisible. Le pays entre alors dans un cycle où chaque tentative de correction génère une instabilité supplémentaire. À travers ces trois scénarios, un fil commun apparaît. La transition n'est pas un destin, mais une fenêtre d'opportunité conditionnée par la capacité du leadership à transformer une rupture subie en décision maîtrisée. Pour une partie de la jeunesse, la transition n'est pas simplement un changement de direction politique, elle agit comme une épreuve identitaire. Beaucoup ont grandi dans un environnement marqué par l'effritement des services publics et par une normalisation des récits de corruption. La chute du pouvoir a réveillé un désir inédit de comprendre les mécanismes institutionnels, mais cet élan reste fragile. Il peut devenir un moteur de participation durable, tout comme il peut retomber si les premiers gestes du nouveau leadership manquent de cohérence. Les jeunes, hyper connectés, façonnent déjà un récit parallèle, où l'analyse et l'émotion circulent côte à côte. La diaspora, elle, observe cette transition à travers un prisme différent. Depuis des années, nombre d'entre eux sont partis par manque de perspective, d'encadrement administratif ou de visibilité économique. Les discussions en ligne révèlent une tension entre prudence et espoir. Certains y voient enfin une possibilité de redressement, d'autres redoutent un cycle d'instabilité prolongée. Leur regard est essentiel, car la confiance de ces communautés extérieures constitue un capital stratégique pour la reconstruction à long terme. Le retour des compétences, même symbolique, dépendra de la manière dont la transition parviendra à articuler ses priorités. Les observateurs régionaux, quant à eux, analysent l'événement sous l'angle des dynamiques politiques émergentes en Afrique de l'Ouest. Ils comparent les signaux institutionnels, évaluent la cohérence des premières décisions et tentent d'identifier si le pays s'oriente vers une reconstruction progressive ou vers une zone d'incertitude supplémentaire. Leur lecture influence les partenaires internationaux, mais aussi la manière dont la transition sera intégrée dans les trajectoires régionales. Face à ces trois groupes aux attentes distinctes, un point commun émerge.
Chacun cherche des signes lisibles, capables de transformer l'ambiguïté actuelle en horizon possible. La transition ne pourra se stabiliser que si elle adopte une feuille de route lisible, structurée et mesurable. La première étape consiste à rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base, administration locale, infrastructures de santé, dispositifs de contrôle budgétaire. Sans ce socle minimal, toute réforme politique risquerait d'être absorbée par l'effort constant de simplement maintenir le système en état de marche. Le rétablissement de ces fonctions essentielles doit s'appuyer sur des procédures simplifiées, des responsabilités clairement identifiées et un suivi régulier des performances. La deuxième étape implique une clarification publique des priorités économiques. Les secteurs clés, ressources naturelles, commerce intérieur, réseau logistique, doivent être réexaminés à la lumière de critères de transparence et de redistribution. La renégociation des contrats, longtemps repoussée, devient un levier central pour restaurer la crédibilité institutionnelle. C'est également dans cette phase que les comparaisons régionales, notamment celles évoquant Ibrahim Traoré et certaines trajectoires souverainistes du Sahel, prennent un relief particulier. Elles rappellent que le contrôle stratégique des ressources peut devenir un outil de consolidation interne s'il est expliqué et maîtrisé. La troisième étape requiert la mise en place d'indicateurs simples, réguliers et compréhensibles par tous. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des infrastructures, fonctionnement des écoles. Ces repères concrets permettent de mesurer la progression réelle indépendamment des annonces officielles. Sans visibilité, même les décisions sincères risquent de se dissoudre dans la méfiance accumulée. Enfin, une quatrième étape doit établir un calendrier politique réaliste. Pas un retour précipité aux urnes, mais une séquence ordonnée où chaque réforme institutionnelle est accompagnée d'un contrôle indépendant. Cette approche ancre la transition dans une dynamique d'ajustement progressif plutôt que dans une succession de promesses fragiles. Lorsque revient en mémoire le témoignage de l'officier anonyme, cette capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, il devient le fil discret qui relie toute la séquence. Ce moment, presque immobile, cristallise la tension entre l'épuisement accumulé et la possibilité d'un renouveau encore fragile. À mesure que la transition avance, ce motif initial prend une dimension plus large. Il reflète l'état d'un pays qui oscille entre la prudence et l'attente, entre la nécessité de se reconstruire et la peur de reproduire les dérives du passé. Dans ce climat, les parallèles régionaux continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Les figures qui ont redéfini certains équilibres au Sahel, parmi lesquelles Ibrahim Traoré, servent moins de modèles que de repères symboliques. Elles rappellent qu'un basculement n'est pas seulement un acte institutionnel, mais aussi une ouverture psychologique où un peuple tente de se projeter autrement. Ce qui se joue alors dépasse les calculs politiques. Il s'agit d'une lutte calme, quotidienne, pour préserver l'élan né au cœur de la rupture. Les habitants mesurent leurs attentes. Ils scrutent chaque geste. Ils cherchent les indices d'une cohérence nouvelle. La stabilité commence par une direction crédible. Dans les rues, dans les ministères, dans les conversations chuchotées, reste une même intuition. Le pays avance sur un fil, mais avance tout de même. Dans un moment aussi chargé d'incertitude, la parole publique devient un espace rare, un lieu où chacun peut réfléchir sans devoir choisir immédiatement un camp. La transition en cours ne se résume pas aux décisions institutionnelles. Elle repose aussi sur la manière dont les citoyens, où qu'ils se trouvent, acceptent de penser ensemble ce basculement. Il ne s'agit ni de célébrer trop vite ni de condamner trop tôt, mais d'observer avec lucidité les signaux faibles, les gestes initiaux, les inflexions possibles. Dans cette perspective, la contribution de chacun compte. Les jeunes qui reformulent le récit collectif, la diaspora qui évalue les premières orientations, les observateurs régionaux qui scrutent les lignes de force émergentes, tous participent à la construction d'un horizon commun, même provisoire. La transition ne pourra produire ses effets que si elle s'accompagne d'une attention partagée, capable de transformer l'ambiguïté actuelle en questionnement constructif. Alors, une interrogation demeure, ouverte et essentielle. Quels signes permettront réellement de comprendre si cette transition devient un chemin durable, ou seulement un détour dans l'histoire politique du pays ?